Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui touche pratiquement toutes les personnes qui utilisent l'IA. C'est que je vois beaucoup en fait des personnes qui utilisent l'IA seulement en utilisant ce type de chatbot. Donc voilà, ils parlent à l'IA, ils leur racontent un peu leur vie. L'IA, c'est vraiment ce qu'on appelle un LLM, donc un Large Language Model. Donc il va nous répondre en langage texte. Donc c'est super, on peut apprendre plein de choses. On est souvent sur des plateformes comme ChatGPT, que ce soit aussi des plateformes comme Claude et même Gemini qui fonctionnent plutôt bien aussi, assez rapide. Aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment passer au next level de l'IA, parce que finalement, beaucoup de gens se retrouvent bloqués dans les chatbots. Donc certes, ils vont apprendre des choses, ils vont discuter, ils vont en savoir plus, mais il n'y a aucune gestion, aucune création, aucune appropriation des données. Beaucoup de personnes ne savent pas par où commencer. Soit ils voient quelque chose de l'IA comme quelque chose d'opaque avec faut savoir coder, il faut aller dans le terminal, etc. Et donc du coup c'est pas pour eux. Ou alors ils savent tout simplement pas par où commencer. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite par les limites en fait de l'utilisation d'un chatbot. Donc un chatbot, sa première limite en fait, c'est que déjà c'est sa mémoire. Donc vous l'utilisez déjà sur une plateforme propriétaire, donc c'est en fait OpenAI qui détient ChatGPT. Ici, on peut avoir un petit peu l'historique sur la gauche avec nos historiques de chat. On ne sait pas exactement ce qu'il va mémoriser. Souvent, on doit reprompter afin qu'il se rappelle en fait de ce dont on a parlé précédemment. Aussi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va souvent halluciner. Il va nous répondre rapidement pour pouvoir nous répondre quelque chose parce que des fois, il sait pas, mais il nous répond quand même. Il y a aussi un côté bon ça c'est très ChatGPT, c'est un peu, on lui reprochait souvent de dire toujours oui, absolutely en anglais. Maintenant, c'est plus du oui mais non. Oui mais non, oui mais non, il nous dit toujours oui mais non de ChatGPT. Donc il y a un côté vraiment qui commence un petit peu à toucher les limites du chatbot, en fait. Que maintenant le next level de l'IA, il est dans l'appropriation de la donnée. Qu'est-ce que ça veut dire l'appropriation de la donnée? Donc l'appropriation de la donnée, il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est de s'approprier la mémoire. Donc ça c'est vraiment super intéressant. On s'approprie la mémoire, on peut avoir des fichiers, on peut créer des dossiers, on peut créer plein de choses ensemble. La deuxième chose aussi, c'est la confidentialité. Devenir propriétaire, en fait, de l'IA, ça veut dire aussi, en fait, avoir une influence sur la confidentialité des données, c'est-à-dire avoir une réflexion et de pouvoir agir en conséquence. Et il y a le côté création, donc on va pouvoir développer des choses, coder des choses, même si on dit plutôt vibe coder, parce qu'en fait, on n'a pas du tout besoin du code, on n'a pas du tout besoin d'aller dans le terminal, c'est pas vraiment une nécessité. Évidemment, pour ceux qui sont experts et qui savent déjà coder, bah nickel, ils peuvent aller voir, ils peuvent aller vérifier, ils peuvent même aller dans les moindres détails. Mais en fait, un LLM, une IA, un chatbot, c'est un Large Language Model, mais ce qu'il sait faire, en fait, c'est qu'il sait communiquer sous format de texte pour communiquer avec nous, mais il sait aussi communiquer sur tous les langages informatiques. Donc, si on a besoin d'écrire du code, bah c'est lui qui va aller écrire le code. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est ça, en fait, l'étape à passer. C'est ça, vraiment, cette petite frontière à traverser et à passer de l'autre côté, où vous devenez du coup ce que j'appelle moi des bâtisseurs ou des architectes, où vous allez détenir votre mémoire, comprendre la confidentialité et du coup agir en conséquence, et vous allez être des créateurs. Donc il y a plusieurs choses. On va commencer par la mémoire. La mémoire, en fait, il y a ce qu'on appelle la mémoire texte classique, qu'on appelle un fichier Markdown. C'est souvent des fichiers qui finissent par .md pour Markdown. Et c'est juste des fichiers qui sont en format texte, qui sont lisibles par l'IA, parce que l'IA parle comme nous, en anglais, en français, avec du texte, et elle va lire ces fichiers Markdown comme nous on les lirait. Donc on peut communiquer en fait facilement en fichier Markdown. Il y a un autre type de mémoire en fait qu'on va utiliser plutôt pour la création, on va voir après, mais qu'on appelle les databases, des bases de données. Je le mets en anglais, mais c'est des bases de données quoi. Et ça donc c'est une mémoire comme un fichier Excel tout simplement, sauf que ce fichier Excel il va être utilisé pour principalement de la création. On verra plus tard, il y a plusieurs types de création, mais en majorité de la création web, et ça va avoir vraiment une connexion entre les deux. Et enfin, un peu plus technique, pour la mémoire, on va pouvoir la gérer aussi en mémoire qu'on appelle RAG. C'est quoi un RAG? Un RAG, c'est une base de données vectorielle. En fait, c'est une base de données qui est spécialisée pour l'IA, en gros, en quelque sorte. Donc ça veut dire Retrieval Augmented Generation, donc génération augmentée par récupération. Donc il va chercher des infos externes et il utilise ces infos pour générer une réponse plus claire et plus précise. Donc en fait, c'est une mémoire qui va permettre à l'IA d'aller chercher dans une grande base de connaissances des informations précises pour pouvoir les ressortir. Donc pourquoi c'est utile? Il y a des réponses plus fiables, effectivement, il va se baser sur des connaissances. Il y a les infos à jour et il y a moins d'hallucinations. Donc là déjà on va un petit peu plus loin pour le RAG. Je pense que vous n'avez pas besoin, mais vous savez que ça existe. C'est une base de données vectorielle. Ça devrait être la mémoire un petit peu, on pourrait dire consciente ou active, le Markdown. La mémoire RAG c'est la mémoire inconsciente qu'on va aller piocher à la demande. Et la base de données, c'est une base de données qui est plutôt utilisée pour le web et on verra après pour la création. Bon, la confidentialité, je la mets de côté parce que voilà, c'est pas forcément utile. Il faut savoir une chose, c'est qu'en gros, la confidentialité, c'est ce qu'on appelle les modèles frontières. Donc, c'est des modèles pas confidentiels ou pas ou peu confidentiels.
Donc c'est ce qu'on utilise, ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Et après on a un autre style qu'on va appeler des open weight. Des open weight pour pas dire open source, mais qui sont en fait des modèles qui vont être en fait accessibles, qu'on va pouvoir télécharger, qu'on va pouvoir mettre directement sur nos serveurs ou sur des serveurs qu'on peut louer en fait. Et on va avoir une confidentialité qui est bien plus accrue. Les modèles sont souvent moins chers puisqu'ils sont téléchargeables en fait sur des serveurs. On va pouvoir les utiliser à moindre coût. Je vais mettre quand même LLM frontière et LLM open weight. Parce que l'information qui sort en fait de la mémoire on va en être titulaire, mais quand même on va utiliser un LLM. En discutant dans un chatbot, on va envoyer de l'information à l'IA en fonction de quelle IA on utilise. C'est une IA frontière comme Claude, Gemini. On va leur envoyer l'information sur leur serveur. C'est-à-dire que après, peuvent utiliser cette information soit pour entraîner leur modèle, soit pour faire... Enfin, en fait, on sait pas, c'est très opaque, on sait pas, ça vient sur leur serveur. Ils peuvent très bien les revendre à la CIA ou voilà, ou faire de l'observation de masse, on sait pas. Par contre, l'utilisation d'open weight, voilà, faut pas confondre. Par exemple, si je vous dis DeepSeek c'est un modèle, on va y aller sur DeepSeek. Donc DeepSeek c'est un LLM chinois, d'accord, qu'on peut accéder ici. Donc je pourrais, voilà, l'utiliser par API par exemple, ou directement avec une app. Donc ils ont une version mobile. Il me semblait qu'on pouvait l'utiliser ici. Bon, c'est pas grave, j'utilise pas vraiment moi DeepSeek, donc je connais pas plus que ça. Mais en fait, DeepSeek il est aussi accessible. Soit donc il devient un modèle qu'on appelle frontière, on a son dernier modèle directement sur l'application. Mais on peut aussi utiliser un site par exemple qui s'appelle Ollama, qui lui en fait nous met à disposition des modèles et notamment des modèles comme le GLM 5.2 qui est l'un des derniers les plus puissants. C'est des modèles qui sont open weight. Donc c'est effectivement des modèles qui vont être sur les serveurs de Ollama. Nous, on va les utiliser en nous branchant sur leur serveur. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que cette information, elle va aller juste aller dans les serveurs de Ollama. Et Ollama, c'est un peu leur business model. Hein. C'est ce qu'ils proposent, c'est qu'ils ont des serveurs qui sont confidentiels. Donc, ils vont pas extraire de la donnée, ils vont pas revendre la donnée. Donc, on a quand même un peu plus d'assurance au niveau de la confidentialité des données. Bon voilà, le but de cette vidéo, c'est pas d'entrer trop dans les détails sur la confidentialité et les modèles OpenWay, surtout que j'ai fait des vidéos là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller regarder ma chaîne si ça vous intéresse plus. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment passer au next level, entre guillemets, de l'IA. Qu'est-ce que je dois faire? Donc on a compris qu'on doit faire une appropriation de la donnée, donc en particulier de la mémoire. Ça, on se met un peu ça de côté, on verra plus tard, si vous commencez. Et en fait, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? C'est de faire de la création. On a plusieurs types de création. Donc on va avoir une création que moi j'appelle, on va dire web, ok, donc on pourrait dire aussi SaaS, c'est des mots que vous avez déjà entendus, software as a service. Donc en gros c'est de la création de web, ça peut être du web simple entre guillemets avec des sites internet, ça peut être plus complexe avec des applications, etc. Mais ce qui correspond en fait c'est de la création web. Et là il y a un nouveau terme un petit peu qui est à la mode, c'est ce qu'on appelle de l'agentique. Et l'agentique en fait c'est en gros c'est une sorte de web, c'est une sorte d'application plutôt, mais qui va être basé sur des agents, en fait, des agents qui vont interagir, qui vont être experts, qui vont pouvoir travailler ensemble sur différents domaines, différents projets, et qui vont connaître vraiment tout sur vous. Donc c'est ce qu'on appelle un système agentique, ou aussi un système d'exploitation IA, ou un IAOS, ou voilà, il y a plein de termes pour ça, mais grosso modo, c'est qu'on va former une équipe d'experts, et que l'IA, en fait, en discutant avec l'IA dans le LLM, elle pourra aller se référer à différents experts qui pourront en fait être plus précis sur tel ou tel sujet, qui vous connaîtront mieux sur tel ou tel projet, qui pourront vous faire des réponses qui seront beaucoup plus précises et qui seront en fait contextualisées. Pour le web, justement, c'est là où on va utiliser des bases de données. Et pour l'agentique, c'est là où plutôt on va utiliser voilà des fichiers Markdown, mais aussi du RAG à fond. Même si bon, l'un n'empêche pas l'autre, c'est pas parce qu'on fait une plateforme web qu'on peut pas y intégrer de l'IA dedans avec un peu de l'agentique et du coup il y aura tout ça. Ça intégrera aussi potentiellement une base de données vectorielle, etc. Et puis comme je vous le disais, un système agentique, ça peut être aussi une app en ligne. On peut la publier comme une web app. Ok, sauf qu'elle va avoir un petit peu une fonction différente. Mais grosso modo, c'est ça, là où vous pouvez, en fait, c'est la boîte de Pandore où vous pouvez vraiment accéder à toutes ces connaissances-là, sans forcément partir trop loin. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec du code, du Python, du JavaScript, etc. On s'en fout, hein. Moi, je lis même pas le code. Par contre, pour commencer simplement, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut, en fait, sortir de l'environnement des modèles frontières. Ici. Eux, Claude Code, etc., enfin Claude Gemini, etc., Codex, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils nous proposent des applications pour nous garder chez eux. Ils nous gardent, ils nous exploitent la data, on n'utilise que eux, on est bloqué. Il faut sortir, en fait, des applications, selon moi, et pour ça, il faut ce qu'on appelle utiliser une application qui était à la base réservée
au développeur, mais avec la naissance de l'IA, le développeur, c'est l'IA, c'est le LLM. On appelle ça une application, un IDE. Et un IDE, c'est quoi? C'est un éditeur de texte, en fait. Je vais lui demander à ChatGPT. Donc, un IDE, ça veut dire Integrated Development Environment. Donc, c'est un environnement de développement intégré. Et c'est un éditeur de code pour écrire du programme. On voit, il y en a quelques exemples. Visual Studio, il y en a plein. Visual Studio, c'est le plus connu. Et en fait, Visual Studio Code, ici, donc, n'ayez pas peur. À la base, effectivement, c'était l'humain qui devait écrire le code. Tac, tac, tac. Donc, on le voit, là, il y a du code. Maintenant, en fait, on va plugger le LLM. On va brancher l'IA, et c'est en fait en discutant, vous voyez là écrit describe what to build, c'est en fait en discutant avec l'IA que l'IA va elle-même faire le code. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on a une gestion de nos fichiers, on a une compréhension globale, on rentre dans un environnement qui est propice en fait au développement, à la création comme je vous le disais, et que le code en fait ça je peux le fermer cette fenêtre là et on s'en fiche, je le lis pas, il n'y a pas de problème. Donc, pour commencer, je vous recommande vraiment de télécharger Visual Studio Code. Je pense que c'est un des plus simples. Et en fait, comme on le voit ici, c'est des agents qui vont le bâtir pour vous. Et à partir de Visual Studio Code, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir des extensions, ce qu'on appelle, donc c'est des applications qu'on va connecter. Et on peut voir, bon là, il n'est pas noté, mais on peut en fait avoir l'application, par exemple, Claude Code. Ce qui est génial, parce que c'est Claude Code qui va tout développer. Donc du coup, on n'en revient pas seulement à discuter avec l'IA pour apprendre des choses. En fait, on devient architecte, builder, créateur avec l'IA. Et ça, c'est extrêmement pertinent. Pour aller un petit peu plus dans les détails, l'IDE, qu'est-ce qu'il va contenir? Donc, c'est Visual Studio Code, mais il va avoir quoi dedans? Il va avoir du code, donc des fichiers HTML, des fichiers CSS, etc. En fait, peu importe dans fichier, puisque c'est l'IA qui va s'en occuper. Mais en fait, l'IDE, ça va être une sorte de dossier. Il y aura un dossier, ce sera un dossier sur votre ordinateur, qui va contenir en partie du code, mais aussi qui peut contenir, comme on le disait tout à l'heure, des fichiers en Markdown, si vous le souhaitez. Si c'est un projet c'est en fonction du projet que vous voulez créer. Tout simplement un fichier texte, ok, pour Markdown, que vous pouvez lire. Ça, pour le coup, vous n'avez pas besoin d'être développeur, pas besoin d'être codeur, pas de problème. Ça, on le met de côté, on le garde pour l'IA. Et on a aussi ce dont on parlait tout à l'heure. On va avoir notre mémoire, qui en général peut être en local, mais on peut aussi l'utiliser à distance et utiliser comme une sorte de technologie cloud, des choses comme ça, pour avoir la mémoire, accéder à des mémoires un peu plus complexes ou des bases de données, si vous faites de la développement d'applicatifs. On se retrouve dans Visual Studio Code, dans un projet qui est une vraie web app, hein, donc c'est assez complexe, il faut pas prendre peur. Par contre, comme vous le voyez ici, je vais ouvrir juste une nouvelle fenêtre Claude Code, et je discute avec Claude Code, donc il y a vraiment pas grand chose qui change, je lui parle ici, je peux sélectionner mes modèles ici, passer de Opus à Sonnet, bon en général, rester sur Opus. Sauf que là, la différence d'un chatbot, c'est que ici, j'ai accès à un dossier, qui est un dossier un peu plus, on va dire, geek, puisqu'il contient du code, hein, on voit GitHub, pour GitHub, il y a du back-end, etc., du front-end, etc., mais je n'ai rien écrit de tout ça. C'est l'IA automatiquement qui allait, en discutant ici, créer ce que je souhaitais en fait développer ou construire ou créer. Donc ce dossier ici, Colibri, qui est lié à un projet que je suis en train de bâtir. En fait, c'est un dossier ici qui est sur mon bureau, tout simplement. C'est là où je vous disais l'appropriation de la donnée, c'est qu'en fait, tout ce qui est construit là est construit sur mon ordinateur. Ok. Ensuite, je peux le uploader sur GitHub, etc. Bon, je vais pas partir trop loin, mais en fait, je l'ai même, cette application-là, publiée en ligne sur un nom de domaine. Donc, on peut même aller la voir, elle est ici, en fait. Et ça, je l'ai tout fait dans mon environnement local, comme vous l'avez vu juste avant. Donc, ce qui est intéressant aussi, je vous le disais, en termes de confidentialité, les LLM ne sont pas forcément, en fait, on n'est plus bloqué, parce que même si là, je vois que j'utilise Claude Code, ok, j'échange des informations avec Claude Code, ça va envoyer sûrement des informations au serveur américain de Claude Code, ils pourront analyser ce que j'ai demandé, etc. C'est opaque, j'en sais rien. Mais par contre, je suis pas limité, je suis propriétaire de ce dossier. Tout ce qui a été créé ici, il est à moi maintenant. Et que si Claude Code, c'est plus le top 1, et que maintenant ça devient Codex, on voit ici, j'ai ouvert l'app de ChatGPT Codex, l'app de code. Et en fait, j'ai la même chose ici pour, si je le souhaite, développer avec un autre LLM. Bon, c'est sur un LLM frontière, donc au niveau de la confidentialité, c'est pas top. Mais par exemple, aussi, je peux ouvrir le terminal en dessous, comme ça. Terminal, donc soit je clique ici, soit je fais commande J. Et en fait, je peux ouvrir des modèles OpenWeight dans Claude Code. Donc là, on voit que j'ai ouvert Claude Code avec Kimi 2.6, et là je parle avec des modèles qui sont pratiquement confidentiels, c'est ce que je vais vous montrer sur Ollama tout à l'heure. Je vais pas vous montrer dans cette vidéo parce que je l'ai fait plein de fois comment faire ça. L'idée c'est que vous ayez une bonne compréhension, de vous dire en fait que, ok, donc il utilise Claude Code, mais il n'utilise pas Claude Code avec les modèles
de Claude, genre Opus, Sonnet, etc. Mais il utilise Claude Code avec un modèle open weight, donc la confidentialité est beaucoup plus protégée en quelque sorte avec ce système-là. Bon, c'est pas parfait, il y a encore mieux, on peut avoir des LLM en local, etc. Mais voilà, on va pas trop se prendre la tête. Vous, dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous faire passer en fait de l'autre côté, et vraiment devenir des bâtisseurs. D'accord? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré pour vous un modèle pour vous entraîner. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, donc Visual Code ici. Tac. Vous, si vous le téléchargez, moi je vous ai pas montré, mais sur le site, vous avez juste à le télécharger, c'est une application classique. Ensuite, ce qui est important par contre, c'est d'utiliser, à mon avis, Claude Code dès le début. Donc, pour utiliser Claude Code, il y a deux choses à faire quand vous commencez. Donc, moi, voilà, ici, j'ai déjà l'extension ou l'application Claude Code. Si vous voulez la voir, vous allez dans les extensions ici, vous tapez Claude Code, elle apparaît ici, Restart Extension. Donc là, il y a une nouvelle version, je vais la relancer afin d'installer la nouvelle mise à jour, ok, de l'extension. Et c'est en fait, une fois que vous avez téléchargé ça, on peut fermer. Ici, je vois que j'ai Claude, le petit logo là, cette espèce d'étoile un petit peu, et que je peux ouvrir une nouvelle session de discussion avec Claude Code. Et aussi, ce qui est très important, c'est que en haut, ici, là, dans cette espèce d'icône de fichier, en fait, c'est ce qu'on appelle l'Explorer. Donc, c'est là où on va avoir nos données. Vous vous souvenez de nos fichiers code, nos fichiers Markdown, nos fichiers texte, tout ça. Pour commencer simplement, je vous ai fait un petit fichier que vous pouvez aller télécharger dans la Community School. Le lien est dans la description. Évidemment, c'est gratuit. Donc, c'est juste pour avoir un premier projet, un peu comme un exercice pour débuter ça simplement. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, normalement, c'est un fichier zip. Vous l'unzippez et vous aurez un dossier, Vibe Coding Starter. L'objectif, c'est de l'ouvrir, comme ça. Donc là, je l'ai ouvert. Je peux fermer ça, j'ai pas besoin de grandes choses, le welcome, j'ai pas besoin. Ici, il y a la petite icône Claude Code que vous devriez avoir aussi. Petit détail, pour utiliser ici, Claude Code, ici dans l'IDE, donc dans Visual Studio, il est important d'avoir un abonnement Claude. Il faut un abonnement au minima pro, et commencer par pro, ça suffit largement. Ok, vous allez vous connecter ici et c'est bon, ce sera tout setup. Donc j'ai ouvert mon dossier Vibe Coding Starter, d'accord? Là, c'est le contenu du dossier. Et en fait, vous avez juste à lui dire, peut-on commencer? Donc tout simplement, vous pouvez lui dire n'importe quoi. En fait, il va aller se référer ici dans ce qu'on appelle le repo, le repository, donc le dossier un petit peu en quelque sorte. Et il va y avoir des fichiers qui vont communiquer, en particulier ce claude.md, vous voyez, .markdown. Si je clique dessus, je peux le lire, et vous vous rappelez, les points Markdown, c'est des fichiers avec du texte en langage humain, si je puis dire, c'est-à-dire de l'anglais, du français, etc. Et on peut voir un petit peu ce que ça constitue. Le Claude.md, il a une particularité, c'est que c'est le premier fichier d'instruction. C'est le manuel ou l'IA, quand je vais le lancer là, ici je lui envoie « Peut-on commencer ?» La première chose qu'il va faire, c'est lire le Claude.md. C'est un peu son initialisation, son induction. Il va commencer à lire ça, il va comprendre un petit peu son rôle, les instructions, ses intentions, etc. Donc quelqu'un vient d'ouvrir ce dossier dans VS Code, c'est un grand débutant. Il n'a jamais codé, il a probablement un peu peur. Donc voilà, c'est un fichier que j'ai créé pour vous, pour justement vous donner un petit peu comme une sorte de prof particulier, que l'IDE, que l'IA, en fait, l'utilisation de l'IA dans l'IDE devienne votre prof particulier pour la création d'un premier projet web. Donc voilà, il a des intentions, il doit tutoyer chaleureusement, voilà, il a une seule étape à la fois, il doit expliquer le jargon, il doit jamais lire le code, ou partir du principe que tu sais coder, etc. Donc il va vraiment vous prendre par la main et vous amener dans votre premier projet de création, ce qui est vraiment super pour commencer à mon sens. Et il va suivre des logiques que j'ai définies avec lui, donc ça vous n'avez pas besoin vraiment de lire ça, en vrai vous pouvez juste commencer à discuter avec lui pour voir quel est le potentiel, comment il peut vous aider. Donc, c'est ce qu'on va faire là, on va pas trop lire tout ça, si vous voulez, vous pouvez le faire à la maison sans problème. Il me dit, oui, avec plaisir, bienvenue. Avant tout, rassure-toi, tu n'as pas besoin de savoir coder, je m'occupe de toute la partie technique, et toi, tu décides de ce qu'on construit. C'est ton projet, à ton rythme. Alors, je te pose juste une question pour commencer. C'est quoi ton truc à toi, ta passion, ton métier, un projet qui te tient à cœur? Ça peut être la cuisine, la musique, le sport, un voyage, ton activité, n'importe quoi qui te fait vibrer. On va créer ta toute première page web autour de ça. L'objectif de ce dossier-là, c'est de créer son premier site web dans un environnement IDE, sans avoir besoin de lire du code. Tout ça, c'est géré par Claude, par le LLM. Mais par contre, vous pouvez créer un site internet. Si vous allez jusqu'au bout et que vous testez vraiment cette solution, ça peut vraiment être incroyable pour beaucoup de débutants. Et j'en vois
énormément, que ce soit des amis, la famille autour de moi qui aimeraient utiliser l'IA, qui voient le potentiel de l'IA, mais ils savent pas par où commencer. Et ils pensent qu'il faut des notions de code, en fait. Claude Code, ou là, ils voient des terminals, ils voient des choses comme ça. Non, pas pour moi. En fait, si. Là, il n'y a plus d'excuses. Là, vous avez vraiment du texte, et vous comprenez juste l'interaction entre le texte et le dossier, le repo. Et déjà, on commence par là et c'est très bien. Bon, c'est un peu bateau, mais c'est, voilà, vous êtes libre de créer ce que vous voulez. Moi, je vais plus loin, donc c'est pour vous montrer une idée. Je l'ai dit, je suis fan de l'équipe de France de football. Je souhaite une page dédiée pour suivre les résultats de la Coupe du Monde. Tout simplement. Excellent choix. L'équipe de France, la Coupe du Monde, on a de quoi faire une belle page. Pour la toute première version, je te propose qu'on reste simple pour commencer, histoire que tu vois vite un résultat à l'écran. Voici mon idée. Une page avec le titre Équipe de France, Coupe du Monde, les couleurs bleu, blanc, rouge, un petit tableau pour noter les matchs des Bleus, adversaires, score, date. On part de ça, tu vois ta page s'afficher, ensuite on l'enrichit ensemble petit à petit. Donc c'est exactement l'idée, c'est là où cet apprentissage est vraiment intéressant, c'est qu'on a une idée du top level du développement, que vous savez pas, mais que lui sait, d'accord, grâce aux instructions qu'il a dans son dossier. C'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un développement itératif, agile, où on y va, on développe petit à petit, on revient, on complexifie petit à petit. Et ça, c'est ce qu'il vous propose de faire, ce qui est les bonnes pratiques dans le développement, de manière générale. Donc on ajoutera des matchs, mettre le drapeau, le prochain match à venir, etc. Ça te plaît comme point de départ ou tu préfères qu'on parte sur autre chose? Par exemple, présenter des joueurs ou un calendrier des matchs prochains. Voilà, je veux dire oui, très bien. Vous pouvez créer n'importe quoi si vous voulez avoir, c'est pas moi, un planning de vos repas de cuisine, vous êtes fan de la cuisine. Ah, c'est possible. Une visibilité sur votre fitness, sur les entraînements à faire, etc. Bah, c'est possible. Si vous voulez créer une page web pour votre business, écrire votre propre site internet aussi, c'est possible. Tout est possible. Quand vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, vous devenez créateur, en fait, vous pouvez tout faire. Et vous commencez par un site web, mais ça peut devenir une app, ça peut devenir même un système agentique par la suite. Il faut y aller petit à petit, par contre. On peut pas tout faire d'un coup. Donc, ça y est, ta page existe, voilà ce que je vais mettre dedans. Donc, il y a vraiment une page toute simple. Ici, on voit qu'il y a du code, index.html, donc c'est du code HTML, mais on s'en fiche, en fait. On s'en fiche parce qu'il allait le ranger lui-même dans mon projet. Ici, index.html, il a fait le code.html. Bon, moi, je m'y connais un petit peu, mais peu importe, j'ai envie de vous dire. Je peux le fermer. Je peux faire un clic droit, Reveal in Finder. Tac, on voit qu'il est ici, le index.html. On voit qu'il est dans mon dossier, mon projet, comme ça, qui se situe lui-même dans Vibe Coding Starter, qui est ici sur mon bureau. Et ce fichier index.html, si je double-clique dessus, comme c'est un point HTML, en fait, l'ordinateur comprend que ça doit s'ouvrir dans le navigateur. Parce que c'est le navigateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous lire des fichiers de code, typiquement du HTML. Donc là, on voit Avenir, France, adversaire, on a un petit tableau, on a une petite page, bon, rien de foufou, au niveau du design, mais voilà, c'est intéressant. Et, comme il le disait, on va pouvoir monter en complexité. Donc prends ton temps et dis-moi quand tu vois la page à l'écran. Donc voilà, c'est bon, j'ai vu. Je lui dis, ok, c'est bon, j'ai vu, on peut ajouter des choses. Tout simplement. Bravo, tu es, ta première page là, ta première page web est là devant toi. Et c'est toi qui viens de la créer, profite du moment, c'est une vraie première victoire. Donc c'est cool, vous avez déjà créé votre première page web, avec l'aide de l'IA évidemment, mais vous voyez la rapidité du code. C'est-à-dire que là, cette page index.html, si vous, en tant que débutant, vous aviez dû écrire tout ça à la main, croyez-moi, vous aurez mis plus d'1 heure. C'était pas même toute une journée pour comprendre, aller chercher comment faire ci, comment faire ça. Lui, il l'a fait, ici, là, 114 lignes de code, en 5 secondes. Et c'est ça la force de l'IA. Et c'est ça de devenir créateur, c'est ça que ça peut produire, c'est que ça va pouvoir libérer des gens, libérer des idées, des créateurs, des gens qui ont les idées mais qui ne savent pas comment faire. Ben, maintenant il n'y a plus d'excuses, il faut juste passer à l'action. Donc là, il me demande en fait d'aller chercher les informations des matchs pour lui donner ces informations-là. Il a la capacité d'aller lire Internet, donc on peut très bien lui dire, bah va regarder toi. Parce que là, en fait, il a typiquement pris un petit peu son rôle de formateur hacker, mais il pense qu'il va vous former en allant chercher cette information sur Internet. On s'en fiche, on sait aller chercher cette information sur Internet. Donc on peut lui dire, va regarder toi sur le web, et lui, il le sait. Bonne idée, je vais chercher ça pour toi, 2 secondes. Donc voilà, il exécute.
Et donc, il allait chercher sur Internet, il m'a dit que le 16 juin, il y avait France-Sénégal 3-1, là, il y a eu 3-0 France-Irak, donc c'était hier, le match d'hier, joué sous l'orage, et à venir le 26 juin, Norvège-France. Et bonne nouvelle au passage, avec 2 victoires, la France est déjà qualifiée pour la suite du tournoi. Donc il a fait les changements ici dans le index.html, il a ajouté quelques infos. Si je retourne dans la page, donc sur le navigateur avec la page, on voit que le chemin ici qui est utilisé, c'est pas un chemin www ou HTTPS classique, c'est un chemin qu'on appelle en local, parce qu'il va aller chercher dans user, raf, desktop, il va aller chercher l'information en local, ce qui est normal. Par contre, ça fonctionne pas avec Internet, c'est-à-dire que je suis obligé de rafraîchir, donc là je fais entrer, pour pouvoir avoir la dernière actualisation, en fait, du fichier index.html. Et là, on voit que après avoir actualisé la page, bah, j'ai les informations des précédents matchs et du match à venir. Donc super, je vais pas aller plus loin, vous si ça vous intéresse, bah allez télécharger ce fichier dans la Community School. Comme ça, vous pouvez tester vos premiers projets. Aussi, vous avez des questions, bah, posez-les directement dans la Community School. Donc, une fois que vous avez rejoint, ça ressemble à ça. Une fois que vous l'avez rejoint, vous pouvez aller dans Classroom. Ici, il y aura sûrement intention et instruction. Je mettrai un cours. Ici, vous pourrez télécharger, en fait, ici dans les ressources, vous aurez justement ce dossier-là. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez en savoir plus sur l'IA, parce que bon, là, c'est juste du web design très basique pour passer de l'autre côté. Mais on va développer des systèmes agentiques, on va développer des apps vraiment beaucoup plus complexes, beaucoup plus complètes, et que ça, on va le faire ensemble, je vais vous aider. À terme, il y aura sûrement une formation, donc voilà, je vais dédier du temps, je vais passer du temps pour vous créer vraiment une formation pour devenir créateur, architecte, IA. En attendant, on se dit à bientôt, allez, ciao!